Sophie, 64 ans aujourd'hui, a vécu chaque mois avec un coup près. Celui de ces règles particulièrement abondantes qui lui ont pourri la vie pendant des années. Sophie, c'est une femme qui pèse ses mots et qui les choisit. Elle n'a pas peur de parler, même des sujets les plus intimes, car parler, c'est aussi son métier. Elle anime des ateliers de théâtre et d'écriture à Saint-Malo, en Bretagne. C'est là aussi qu'elle vit, au bord de l'eau, avec son compagnon. Son endroit rêvé, elle qui a longtemps habité en région parisienne avec sa famille recomposée. Alors, quand la ménopause s'invite chez elle, loin de l'enfer que certains décrivent, pour Sophie, c'est une libération et dans ses mots carrément le retour de l'insouciance. Et pour elle, il n'était pas question de le taire. Je m'appelle Anna Roy, je suis sage-femme. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes et à tous les hommes curieux aussi, quel que soit votre âge ou que vous habitiez. Bienvenue dans Bouffée de chaleur. Parmi les grands thèmes abordés, il y avait la ménopause, ce bouleversement hormonal qui marque la vie des femmes et est parfois très mal vécu. Tout de même, oui, c'est gênant. C'est gênant. Quand même, pas trop grossir, ceci, cela. On a l'impression que quelque chose arrive qu'on ne peut pas maîtriser et qui est fort désagréable. Parce qu'on prend du poids, évidemment, à la ménopause. Nous ne sommes plus à l'époque de Balzac, où la femme de 30 ans était bonne à mettre au rebut. La ménopause, c'est une expérience unique et surtout singulière. Je ne cesserai de le dire ici, il y a autant de ménopause qu'il y a de femmes. Alors c'est vrai qu'il y a celles pour qui cette période est particulièrement désagréable. On l'a vu dans les épisodes précédents. Mais j'aimerais vous rassurer, il y a aussi beaucoup de femmes qui vivent la ménopause comme un moment joyeux, sympathique et même libérateur. La ménopause, c'est la fin de la contraception qui retombe généralement sur les femmes. Ça peut être aussi la fin des contraintes, dire adieu au syndrome prémenstruel et j'en passe. Alors oui, il y a des raisons de se réjouir. Vous allez l'entendre, le témoignage de Sophie, il dit beaucoup de choses sur la fin des douleurs associées aux règles, la charge mentale qui s'allège et la sexualité qui peut connaître un nouvel élan. Allez, je vous retrouve juste après le témoignage de Sophie pour partager quelques conseils. Avant la ménopause, il y a les règles. Quand mes règles apparaissent de mémoire, je crois vers 12 ans, quelque chose comme ça, dès le début, c'est le bazar. Elles vont, elles viennent, elles durent 10 jours, elles disparaissent pendant 3 mois. Donc au départ, maman me dit « ne t'inquiète pas, c'est normal, au début, il faut que ça se mette en route, etc. » Et puis finalement, ça continue à être le bazar. Donc j'ai un premier rendez-vous à l'adolescence chez un gynécologue. Je me souviens très bien de ce gynécologue qui me dit cette phrase qui est restée marquée dans mon cerveau. Il me dit textuellement « tout cela s'arrêtera quand vous aurez rencontré le prince charmant ». Je crois que j'ai 14 ans à ce moment-là et je me souviens en revanche très nettement avoir pensé que cette phrase était totalement stupide. Mais mon esprit rebelle ne s'exprimait pas encore comme il s'exprimera un peu plus tard. Ensuite, je grandis, je rencontre des garçons, je prends une contraception. Là, ça devient compliqué parce que elles sont abondantes, elles sont douloureuses, elles sont pénibles. Je dois me changer plusieurs fois par jour. Parfois, ce que j'appelais de manière très concrète et un peu prosaïque, une autonomie. Mon autonomie était parfois limitée à 2 heures et encore 2 heures, je suis contente. Donc ça demande beaucoup d'anticipation. Si je quitte mon domicile et que je dois travailler toute la journée, je dois donc prévoir le matériel nécessaire. Et il faut savoir que ce qui existe sur le marché ne convient pas toujours aux femmes qui ont des règles très abondantes. Même le tampon le plus efficace, soi-disant, ne l'est pas tant que ça. Donc je suis obligée de doubler les protections, ceinture et bretelles. Ce n'est pas toujours très agréable non plus. Les nuits, sur ces périodes-là, sont des choses très compliquées. Quand je suis chez moi, j'ai tout ce qu'il faut et je peux m'équiper, en quelque sorte. J'emploie même le verbe harnacher, ce qui est très fort, mais qui n'est vraiment pas loin de la réalité. Et dès que je ne suis pas chez moi, ça devient une inquiétude. Je ne peux pas dire une angoisse, mais une réelle inquiétude. Est-ce que je vais tacher les draps ? Est-ce que
Je suis obligée de me relever parce que ça m'interdit quasiment la nuit continue. Donc je vais forcément me lever en faisant très attention. J'essaye d'être discrète parce que même si j'en parle là avec des mots très clairs, très crus, je suis très pudique par rapport à ça. Je suis très peu à l'aise avec ce rappel, cette présence sanglante, employons les mots, sanglante, abondante, cette impossibilité presque de le masquer. Donc ça m'oblige à exposer une part de ma vie intime et de ma féminité, et ça me pèse. C'est quelque chose qui m'est très désagréable. C'est pénible, c'est difficile à vivre, ça n'est pas agréable. Cela se double, en ce qui me concerne, de migraines ophtalmiques importantes, qui parfois m'obligent à rester couchée dans le noir une journée entière. Le premier souvenir qui me vient comme ça, je suis jeune, entre 25 et 30 ans. J'ai une migraine terrible, je suis dans le métro et vraiment j'ai des crampes utérines, enfin voilà, je suis au bord de vomir. Le métro est bondé, je n'ai qu'une envie, c'est de m'asseoir. J'anticipe déjà la possibilité de descendre mon manteau ou de nouer un pull autour de la taille parce que je me dis, ça y est, il va y avoir un problème, je vais avoir une tache, etc. Et je n'ose pas. Je n'ose pas demander une place assise. Je me dis, je ne peux pas. Je ne vais pas demander à quelqu'un, je vais pas dire je me sens pas bien. Voilà, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Je n'ai pas envie de mentir. Je n'ai pas non plus envie de révéler ce détail de ma vie très intime. Je me tiens comme je peux à la barre du métro. Je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il arrive, de pouvoir en descendre, voilà. Et je ne sais même plus comment je rentre chez moi. Je m'écroule sur le lit, je me mets quelque chose sur les yeux pour être dans le noir complet et j'attends que ça passe. Voilà, un souvenir très concret. J'ai une maman qui a toujours été à la fois très pudique, mais également très clair, très limpide sur ce qui relève du féminin. Mais dans mon enfance, mon adolescence, ma vie de femme, de jeune femme, puis de femme plus mûre, va-t-on dire, par rapport donc à ce fameux mot, ménopause, je n'ai jamais entendu ma mère évoquer ce sujet, la ménopause, comme une période terrible, un tabou, oh là là, qu'est-ce qui t'attend, tu vas voir. Jamais. Maman m'a toujours présenté les choses comme une évolution naturelle du corps. Et donc le mot, je l'ai entendu, ne m'a jamais fait peur. Autour de moi, mes amies féminines, je n'ai jamais non plus, je n'entends pas autour de moi de choses terrifiantes. En revanche, l'inconscient collectif, l'image véhiculée, là, effectivement, est très présente. Je sais qu'on fait peur aux femmes, finalement, par rapport à cette question des règles, puis de leur disparition. Je sais que l'une de nos filles me pose la question un jour, je ne sais plus quel âge elle avait, peut-être 15 ans, je dis ça à peu près, et me dit, mais toi, la ménopause, tu feras comment ? Et je me souviens très bien de ma réponse, j'ai dit, moi, la ménopause, champagne. Donc à 54 ans, j'ai toujours des règles abondantes. Jusqu'au moment où j'ai rendez-vous chez la gynécologue, qui me dit, bon, maintenant, il faut trouver quelque chose, parce que ces règles abondantes ont des conséquences. Je suis anémiée, je suis donc fatiguée, je suis en manque de fer, je suis en manque de ferritine, les prises de sang régulières le montrent, donc ça aussi, c'est difficile. J'en ai marre, j'ai envie que ça s'arrête, je voudrais passer à autre chose. C'est là où on envisage une hystérectomie, une ablation de l'utérus, pour stopper donc ces saignements trop abondants. Mais le soir de ce rendez-vous, où la gynécologue m'annonce donc l'éventualité de l'hystérectomie, je n'ai pas le moral à la hausse. Je me dis, zut, j'ai
j'ai pas envie de ça, j'en ai assez que ce corps soit toujours soumis comme ça à des diktats. Donc je me couche le soir, je réfléchis à tout ça. Il se passe quelque chose, je suis quelqu'un de plutôt rationnel, et là, je ne sais pas, j'entame un dialogue avec mon propre corps, je parle, mentalement bien sûr, mais en secret, je parle à mon utérus, je m'adresse à lui, je dis c'est pas possible, on va pas se séparer comme ça, l'histoire ne s'arrête pas là, il faut qu'on se réconcilie. Quand je suis dans mon lit et que j'ai ce dialogue secret avec mon utérus, très sincèrement, non, je mentirais, mon utérus ne me parle pas. Moi, je lui parle très clairement. J'ai l'impression que ça marche. J'ai l'impression que je suis en train de renouer quelque chose avec mon propre corps. Et il se trouve que les semaines suivantes, enfin, à la date supposée des règles, qui n'ont jamais été irrégulières, je n'ai pas connu ensuite d'espacement. Donc, à la date prévue, les règles n'arrivent pas. Et elles ne sont plus jamais arrivées. Ça paraît scientifiquement difficile à croire, mais c'est ma réalité. La première fois qu'on me parle de ménopause avérée, je suis chez ma gynécologue. À ce moment-là, on est en 2016, j'ai 55 ans. Et donc, j'accueille le diagnostic et la perspective avec plutôt un soulagement, de la bonne humeur et un sentiment d'être très en confiance avec mon propre corps. Comment est-ce que mon corps me l'indique ? Déjà, par l'absence de règles, par la disparition de la question des migraines, mais je n'ai pas d'autres indicateurs physiques. Je dis bien, à ce moment-là, je n'ai pas d'autres indicateurs physiques, je n'ai pas de sécheresse vaginale, je n'ai pas de bouffée de chaleur, je ne sais pas ce que c'est. Je plains les femmes qui en ont. Il paraît que c'est très difficile, mais je ne peux pas en parler. J'en ai pas eu. Plus tard, en refeuilletant quelques albums photos, je me rends compte qu'il y avait un indice évident qui était la prise de poids. Je ne l'ai pas senti comme tel. Évidemment, je m'achète un pantalon, une jupe, je vois bien que j'ai une taille de plus. C'est pas non plus la catastrophe. Je le vis pas mal. Ça reste tout à fait supportable, acceptable. Pour moi, à ce moment-là. Quand je revois les photos, je me fais « Oh ! Non, c'est pas possible !» Mais non, je ne mets pas de choses en place. Je suis incapable de suivre un régime. Je n'ai aucune volonté par rapport à la gourmandise. Est-ce que mon compagnon remarque la prise de poids ? Est-ce qu'il m'en parle ? Est-ce qu'il la relie à la ménopause ? Est-ce qu'il me parle de la ménopause ? La réponse est non. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est lié au regard amoureux qu'il porte sur moi. Je ne sais pas si c'est lié à ses préoccupations personnelles, puisqu'il est très pris par sa profession, par ses activités. Je ne sais pas s'il y a une part de... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot là-dessus ? Amour, c'est joli. Déni, pourquoi pas. Indifférence, peut-être. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la ménopause avérée, constatée, marque une véritable nouvelle liberté, puisqu'il n'y a plus ce couperet mensuel et il n'y a plus justement ce créneau à trouver entre à la fois la pudeur et tout de même l'expression d'une souffrance ou d'une douleur ponctuelle. Donc il n'y a plus ces sujets et finalement c'est vachement chouette. Professionnellement, puisque je reste active, là aussi, une liberté incroyable. Je n'ai plus à me préoccuper de cet équipement, ce que j'appelais l'équipement. Donc oui, c'est beaucoup plus confortable. Avec la ménopause, à 55 ans donc, je vis le retour de l'insouciance. Je le dis aujourd'hui, j'ai donc bientôt 64 ans. J'ai le sentiment de vivre la meilleure période de ma vie avec cette insouciance, cette liberté. C'est difficile à exprimer. Je n'ai plus besoin ni de dire, ni de me cacher.
Voilà, je n'ai pas besoin d'en parler, je n'ai pas besoin non plus d'être, encore une fois, d'être dans cette discrétion, dans cette pudeur. Donc déjà ça libère. Ensuite, l'insouciance, il y a aussi ce regard des autres sur soi. J'ai mes coquetteries, je continue par exemple, je l'avoue, à masquer mes cheveux blancs. Je le fais pour moi, parce que je préfère ne pas les avoir. Et donc voilà, mais c'est un choix, c'est mon choix, c'est moi qui ai envie de faire de cette façon. Je me promène, donc puisque je vis au bord de la mer, je promène mon chien, je regarde les gens me regardent, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Le corps reçoit, je reviens sur les éléments naturels, le vent, le soleil, la mer, les regards ou l'absence de regard. Mais voilà, j'ai plutôt envie de dire, j'ai 64 ans. J'ai une sensualité, une sexualité tout à fait active, très heureuse, très épanouie. Tout va bien. Est-ce que mon corps de 64 ans est heureux ? La réponse est oui. En quoi il est heureux ? Il est heureux de profiter de tout. La jeune femme que j'ai été, finalement, si on creuse bien, elle n'a pas tant changé que ça. Elle aime toujours les bonnes choses, les bons restaurants, les bons vins, les bons whisky, les beaux moments amoureux. Voilà. Merci beaucoup Sophie pour votre témoignage tellement enthousiasmant. Après ce récit, j'aimerais quand même vous préciser plusieurs choses. D'abord, vous dire que ce n'est pas rare que la ménopause soit une période épanouissante dans la vie des femmes. Déjà, il y a les économies. Adieu tampons, adieu cup, adieu serviettes. Vous allez me dire que c'est pas grand-chose, mais quand même. Selon la caisse des allocations familiales, ça représente quand même 150 € par an. Moi, je dirais personnellement plus. Eh bien, je dis aux femmes, vous n'avez plus vos règles. À partir de maintenant, vous vous faites un beau cadeau entre 150 et 300 € par an chaque année. Et voilà. Et ça vous fera très plaisir, vous verrez. Et aussi, la ménopause, c'est la fin de la sexualité avec la charge contraceptive, parce qu'on va pas se leurrer, mais ça incombe aux femmes, cette histoire-là. Soudainement, on peut faire l'amour sans se soucier de son cycle, sans crainte de tomber enceinte. On est complètement libre. Évidemment, on n'a plus à supporter une pilule, un stérilet, à remettre en question sa contraception sans cesse. La charge contraceptive, quand même, pourrit la vie des femmes. Le fait de ne plus avoir des règles, donc de pouvoir vraiment faire... Même si on peut faire l'amour pendant les règles, c'est quand même pas la même chose, on le sait. Faire l'amour pendant le syndrome prémenstruel, pareil, on est un peu parfois... voilà. Donc en fait, on a une sexualité qui est beaucoup plus libre, et d'autant plus que souvent, la ménopause est le moment, et ça les patientes le racontent bien, c'est le moment où les enfants s'en vont. Et donc, en fait, on retrouve un chez-soi, un peu comme quand on était jeune couple ou célib, dans nos premières années. Et donc, en fait, on peut réexplorer toutes les pièces et on n'a plus une sexualité qui se borne à il faut faire l'amour entre 14h24 et 17h23, parce que là, les enfants seront en train de regarder un film ou je sais pas quoi. Enfin voilà, donc il y a un espèce de double effet comme ça. Et puis, et ça c'est un point important, c'est qu'on n'a plus de variation de l'humeur au cours du cycle, liée par exemple au syndrome prémenstruel qu'on a avant les règles. Souvent, je répète que ces variations, elles sont intéressantes. Je fais contre mauvaise fortune bon cœur. Mais en réalité, les femmes disent que c'est vraiment un soulagement, une fois que la période de la ménopause un peu qui bouge beaucoup est passée, de se retrouver avec une humeur beaucoup plus stable. Alors, en fait, c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas vraiment d'études scientifiques qui nous permettent de dire pour tant de femmes, c'est un moment heureux ou pas heureux. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans ma pratique, il y en a beaucoup. En fait, ça a été ma grande surprise en commençant à prendre en charge des femmes ménopausées, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent très bien et qui sont pas tant gênées, c'est-à-dire qui vont avoir des symptômes, mais qui pourrissent pas la vie. Donc oui, ça arrive. Je dirais presque même que c'est une majorité de femmes. Et ça peut être vraiment une période de libération, par exemple, pour la vie professionnelle. On le dit jamais, mais pourtant, ça peut être le cas. Je me rappelle d'une patiente que j'avais prise en charge alors que j'étais assez jeune encore, et qui m'avait beaucoup interloquée. J'avais pas du tout compris ce qu'elle m'avait dit, mais enfin, c'était une chef d'entreprise qui, à partir du moment de la ménopause,
avait explosé. Elle me disait, c'est grâce à ma ménopause. Alors moi, je dis, oh bon, mais quel rapport, t'as ta ménopause et tout d'un coup, t'exploses. Eh bien, elle avait vécu ça comme un truc de libération. Plus de cycle, plus de questions d'enfant, enfant, pas enfant, j'en sais rien. Qu'elle s'était posée presque elle jusqu'au moment de la ménopause. Enfin voilà, il y avait toute une partie et elle était fonceuse, quoi. Et puis elle disait, elle souffrait beaucoup de ces variations de cycle d'humeur qu'elle n'avait plus du tout. Et donc, elle se sentait hyper stable et hyper forte. J'aimerais aussi vous dire que pour moi, la ménopause, c'est une chance pour votre santé. Alors vous allez me dire, mais vous rigolez, ça peut induire plein de pathologies, de maux divers. C'est vrai. Mais en même temps, c'est une chance. Pourquoi ? Parce que ça vous donne l'opportunité de prendre soin de vous. Je préférerais évidemment que les femmes sachent le faire avant. Mais souvent, c'est pas le cas. Et donc là, c'est un moment où tout d'un coup, les femmes consultent, vont faire des bilans, essayent de résoudre des problèmes de leur corps, se mettent au sport, changent leur alimentation, revoient leur consommation d'alcool, arrêtent le tabac parfois, enfin revoient un peu tout dans leur vie. Et donc ça, je trouve que c'est pour ça qu'il faut dire que c'est une chance. Alors que par exemple, l'andropause pour les hommes, qui est un phénomène beaucoup plus lent, beaucoup plus à bas bruit, eh bien ils n'ont pas le même choc et donc ils n'ont pas la même adaptation à ce qui se passe dans leur corps. Je me rappelle d'une femme, alors là, pour le coup, très winneuse, très speak, très je gère tout dans ma vie, je gère mes enfants, je gère mon entreprise aussi, c'était une chef d'entreprise aussi. Enfin bref, je gère tout et je suis la plus forte. Et puis, en fait, elle avait l'impression d'être comme un hamster dans une roue, quoi, d'avancer, de pas céder, enfin une course d'obstacles. Puis tout d'un coup, la ménopause, bim, la fout par terre. Mais la fout par terre dans le bon sens, parce que du coup, elle prend une grosse prise de conscience. Et là, pour le coup, elle n'a pas voulu monter en termes de charge de travail. Elle a divisé au moins par 10 sa charge de travail. Enfin, elle a tout revu dans sa vie, mais vraiment pour le meilleur. C'est-à-dire qu'elle était très contente de la ménopause, qui tout d'un coup, elle contrôlait plus rien de son corps. Elle disait, qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, elle s'est adaptée à son corps et ça lui a permis de faire des changements de vie, mais pour le coup, très positifs. Elle a passé 2 sales années, c'est vrai. 2 sales années transitoires. Mais après, qu'est-ce qu'elle était contente ? Et plus que jamais, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous suivre ou vous abonner, notamment sur l'application Radio France. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Vous venez d'écouter Bouffée de chaleur, un podcast ici. Prise de son, Yann Leustrat et Vincent Désières. Mixage, Yann Leustrat. Journaliste, Martin Cotta. Production, Clémence Olivier, studio de création ici.